Masse Critique l'a fait. On a un super beau programme pour vous ce soir. Par contre, on est un peu serré dans le temps. Il faudrait qu'on finisse le panel à 19h. Donc, moi qui suis extrêmement bavard, je vais avoir un gros défi. C'est de calmer mes ardeurs et puis ceux des panélistes parce qu'ils sont tous extraordinaires. Ils ont plein de choses à vous dire, à partager avec vous. Donc, voilà. On va se lancer ça comme défi. Donc, jusqu'à 19h, on va converser avec Tara, avec Philippe, avec Romain, sur le sujet des algorithmes et de notre libre arbitre, notre petite condition d'humain et d'utilisateur face à ces grands algorithmes tout-puissants. Et voir ce qu'on peut faire pour se ménager quand même un petit peu de contrôle et de libre arbitre. On ouvrira évidemment les questions avec le panel avant 19h, et puis voilà, ensuite ça sera réseautage libre, et donc on aura la pizza. En attendant, donc, encore une fois, merci. Et je vais prendre une seconde pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Masse Critique, donc le collectif OBNL qui provoque la transformation durable et responsable de l'industrie des communications. Nous avons Valérie, notre présidente fondatrice, qui est là, donc n'hésitez pas à l'interpeller d'ici la fin de la soirée, ou moi-même si vous avez des questions. Donc, Masse Critique, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on crée beaucoup de contenu comme le meet-up de ce soir. On offre des formations sur les sujets du marketing durable, du numérique responsable, des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux imaginaires, de la communication inclusive, etc., de l'impact social et environnemental de l'industrie du marketing et de la publicité, avec comme conviction que ce n'est pas parce que depuis des décennies, l'industrie du marketing dont nous sommes issus fait partie du problème que nous ne pouvons pas faire partie de la solution, bien au contraire. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, et d'ailleurs nous allons en discuter un petit peu ce soir. J'aimerais remercier l'équipe de Davidson. Merci Mathias, merci Florian, merci Alex, qui nous reçoit ce soir. Je ne sais pas si vous voulez venir dire un petit mot, vous êtes les bienvenus. Donc, on a la chance d'être reçus dans les beaux bureaux. Et aussi, il y a une captation vidéo qui se fait. Si jamais ça vous pose un problème, nous le signalez. On diffusera le panel en vidéo dans les prochains jours sur le site Masse Critique. Merci. En fait, tu as dit quasiment la totalité des choses que je voulais dire. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Moi, c'est Florian, je travaille chez Davidson Canada. On est une entreprise de consulting dans l'IT. On est Bicorp. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites ce soir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir Florian ou Mathias à la fin. Merci. Merci Florian, tu as quand même oublié le plus important, vous êtes membre expert de Masse Critique au sein de notre communauté de pratique, donc merci encore de nous accueillir. Alors, sans plus tarder, les algorithmes contrôlent-ils nos vies ? Je proposerai un petit tour de table des panélistes. J'imagine que vous ne connaissez pas nécessairement tout le monde. Alors, honneur aux dames, Tara. En 1 minute, attention, j'ai le chrono. Merci. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Je suis avocate chez Rubik, spécialisée en protection des renseignements personnels, en cybersécurité aussi. Ça fait grosso modo une dizaine d'années que je ne fais que cela. On n'est pas beaucoup dans le domaine à faire ça depuis longtemps. J'en mange, je dors en pensant à la vie privée. Puis, vous allez voir aussi que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne ce soir. C'est d'ailleurs le sujet de ma maîtrise. Alors, à bientôt sur les ondes. Merci beaucoup, Tara. Philippe? Oui, donc, Philippe Baudouin, je suis fondateur de Waverly. On est une start-up qui essayons de faire un réseau social.
Donc, pensez Facebook, pensez LinkedIn, mais différents, qui donnent du contrôle aux utilisateurs puis aux communautés pour que les communautés puissent injecter leur propre valeur dans l'algorithme qu'il y a derrière le réseau social. Donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. À part ça, mon background, je suis un nerd. J'ai ma carte de membre. J'ai fait mon doctorat en intelligence artificielle. J'ai travaillé chez Google comme ingénieur senior pendant un certain temps. Avant Waverly, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelait Element AI, dont vous avez peut-être entendu parler ici. Donc, j'étais responsable de la recherche appliquée des équipes là-bas. Et c'est ça. Donc, moi aussi, j'en mange. J'ai participé, moi aussi, au problème un petit peu chez Google quand je travaillais sur les algorithmes derrière les engins de recherche, la page de recommandation dans Chrome en particulier. Et c'est là que j'ai eu la piqûre. La piqûre, en fait, de dire je suis en train de faire quelque chose que je vais peut-être regretter, et que, en tout cas, quand j'ai des enfants, puis quand je les vois devenir accros à ces trucs-là. Donc, c'est ça. Mon nouvel objectif, c'est de réparer les pots cassés. Toi aussi, tu es comme Masse Critique, tu es un repenti, tu veux faire partie de la solution. Bon, on a notre carte de membre. Romain, pour conclure. Bonsoir à tous, moi je suis Romain, le président-directeur général d'Acceptio, une solution de gestion du consentement. Et je suis vraiment ravi de participer à ce panel pour parler d'un sujet qui nous est très cher, l'autodétermination et la capacité des individus à s'extraire du déterminisme numérique que les algorithmes nous imposent. Et merci encore à Masse Critique pour l'organisation. Merci à toi. Puis Acceptio, un autre membre expert de Masse Critique sur ces sujets. Donc, alors, on se jette dans le bain. Philippe, qu'est-ce qu'un algorithme? Donc, j'ai longtemps été allergique au mot algorithme tel qu'employé dans notre quotidien parce que je suis un informaticien et puis la manière dont on l'utilise en informatique est quand même relativement différente mais il y a assez de journalistes qui m'ont demandé « Ah, les algorithmes », que j'ai fini par arrêter d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'était pour un informaticien. Et là, ce que je vais vous dire, c'est qu'est-ce qu'un algorithme tel qu'on le perçoit au quotidien. Je ne vais pas vous donner un cours d'informatique, mais un algorithme tel qu'on le perçoit au quotidien, c'est un système qui va prendre des décisions en fonction d'un ensemble de données. C'est vraiment comme ça qu'on le comprend aujourd'hui. Ça peut être plein de trucs. Un algorithme, concrètement, ça peut être, par exemple, l'algorithme qui va décider dans quel ordre vos nouvelles vont apparaître sur un fil d'actualité comme Facebook. Ça peut être un système qui va utiliser votre historique de transactions bancaires pour déterminer si vous avez droit à un prêt ou pas. Donc, un système qui va utiliser un grand ensemble de données. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. On entend ça beaucoup. Plus précisément sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Et la particularité de ces algorithmes-là, c'est des algorithmes où est-ce qu'il y a moins d'humains derrière l'algorithme. À la place, ce sont des données. On a moins de programmeurs qui vont écrire chacune des règles de l'algorithme, mais ce qu'on va avoir plutôt, c'est un ensemble de données qu'on fournit à l'algorithme et on va montrer ces données-là. On va dire, dans cette situation-là, avec ces données-là, on aurait dû prendre telle décision. Dans cette situation-là, on aurait dû prendre telle décision. Donc, c'est ce qu'on appelle des données d'entraînement, des exemples avec les décisions qui devaient être prises. Et nos systèmes d'apprentissage machine sont en mesure d'ingérer tout ça et de prendre des décisions dans des nouvelles situations. Donc, on peut avoir montré beaucoup d'historiques bancaires avec les décisions qui ont été prises. Et là, on a un algorithme qui est entraîné par apprentissage machine qui va être en mesure de voir un nouvel historique bancaire et de prendre une décision. La caractéristique de ces algorithmes, on dit souvent que ce sont des boîtes noires parce qu'effectivement, on les entraîne, mais on ne comprend pas nécessairement la logique qui émerge de ça une fois qu'ils ont été entraînés. Il y a beaucoup de nuances à apporter au concept de boîte noire. Ce n'est pas parce que c'est des boîtes noires qu'on ne peut pas se donner des outils pour les observer. Souvent, on va utiliser l'excuse de la boîte noire pour dire « ben oui, mais on ne peut pas vous expliquer, monsieur, madame ». Mais la vérité, c'est qu'on peut développer des outils pour essayer de comprendre un petit peu comment ces boîtes noires-là fonctionnent. Mais bon, est-ce que ça fait un peu le tour? Je pense que c'est une définition sommaire de ce qu'un algorithme peut être. Merci Philippe. Tara? Moi, je pars du côté juridique. Il n'y a pas de définition juridique d'algorithme, puis c'est un peu voulu parce que l'objectif, c'est que ça demeure flexible. Par contre, je vais
surfer sur ce que Philippe vient de dire, un système de décision automatisé ou un système de prise de décision automatisé, ça devient défini dans la loi, notamment la loi 25, le projet C27, si vous en avez entendu parler. Donc, on va plus parler de système de prise de décision automatisé en matière juridique. Excellent, merci beaucoup. Alors, Romain, on a fait connaissance il y a quelques mois. Moi, j'ai tripé parce que la façon dont il m'a parlé de son entreprise, de sa raison d'être, là, c'était pas le start-upper moyen qui dit « Ouais, j'ai levé des millions, puis je vais être super riche ». Non, il y avait vraiment une mission, il y avait vraiment un supplément d'âme dans le projet Acceptio, là, qui était d'outiller les utilisateurs face aux algorithmes. Et donc, on a beaucoup parlé de ces sujets. Je dis, ça serait vraiment intéressant que tu fasses une intervention auprès de la communauté. Mais Romain, pourquoi est-ce que tu as voulu orienter le sujet sur les algorithmes et pas les apps, pas les services numériques, ton angle? Alors en fait, sur les algorithmes, je trouve que c'est intéressant de constater qu'un algorithme, c'est la représentation d'une idée et d'une pensée. Parce que si on prend l'exemple de Google, le succès de Google ne tient pas aux couleurs de son interface, ne tient pas à la façon dont ils ont géré l'onboarding de leurs utilisateurs, mais bien à la puissance pure de l'algorithme du PageRank qui leur a permis, dès le départ, de proposer des résultats beaucoup plus performants. Ces algorithmes, ils sont aujourd'hui partout dans nos vies. Les plateformes, en fait, en sont les avatars, mais au fond, quand on prend TikTok, on a un algorithme de génération de dopamine. Quand on prend Google Maps, on a des algorithmes de connexion avec l'écosystème local et le tissu géographique dans lequel on est. Quand on prend Tinder, on a des algorithmes qui nous permettent de rencontrer peut-être les gens avec qui on va passer notre vie. Et si je prends l'exemple de Tinder, je vais le décliner un petit peu, une société qui développe de la recommandation matrimoniale. En réalité, si elle vend son service par abonnement, elle n'a aucun intérêt à vous trouver la personne de votre vie, puisque vous allez arrêter de payer l'abonnement. Donc c'est là où on commence à rentrer dans une logique un petit peu pernicieuse, où l'algorithme sert des intérêts qui sont parfois un peu clairs, et la logique de boîte noire qui a été évoquée par Philippe, justement, est très intéressante. C'est pour ça que j'ai tenu à décorréler la question des plateformes, parce que l'algorithme, c'est adresser le problème dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains fragiles, est-ce que la pureté mathématique et implacable d'un algorithme n'est pas beaucoup trop forte pour qu'on puisse la contrôler? Merci beaucoup. Et alors justement, tu mets la table. Notre sujet de ce soir, les algorithmes contrôlent-ils nos vies, n'a pas été défini par ChatGPT. On voulait quand même être un peu provocateur. Tara, est-ce que toi, tu as d'autres exemples concrets, très concrets, de justement d'algorithmes qui peuvent comme ça influencer le cours de nos existences? Votre existence est déjà influencée par énormément d'algorithmes. Ne serait-ce que quand vous allez chercher un prêt dans une banque, bien, on a évalué toutes sortes de critères pour savoir si vous êtes solvable, si vous allez rembourser votre prêt, puis ça peut même, je donne un exemple un peu fou, mais ça peut arriver, d'aller jusqu'à la sorte de musique que vous écoutez pour savoir si vous êtes plus du type à rembourser votre prêt ou pas. Si jamais vous avez des enfants qui sont à l'école, est-ce qu'ils vont décrocher ou ils ne vont pas décrocher? Bien, tu sais, ça, c'est des algorithmes qui existent déjà. Ensuite, mon Dieu, il y a toutes sortes de... Bien, Spotify, vous utilisez tous Spotify. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on peut vous recommander? Mais ça fait en sorte, éventuellement, de limiter vos choix. C'est-à-dire qu'on vous présente seulement qu'est-ce qu'on pense qui est votre besoin. Puis c'est qui détermine votre besoin? Bien, c'est des gens qui travaillent des fois dans le domaine de marketing. Donc, je ne veux pas lancer la blague à personne, mais tu sais, un algorithme, des fois, ça part d'une bonne intention. Est-ce qu'on veut, par exemple, éviter que quelqu'un n'ait pas une déchéance dans son prêt bancaire? Oui. Puis comment on va faire pour évaluer si cette personne-là va éventuellement être capable de rembourser? Est-ce qu'elle va faire faillite?
L'objectif est louable, sauf que la donnée qu'on va utiliser pour évaluer ce critère-là, puis qu'est-ce qu'on va prendre comme facteur, peut devenir, puis là, c'est là où est-ce que je sors mon expression favorite, creepy. Donc, c'est éviter le creepiness factor à tout moment, c'est la meilleure façon de se protéger de tout possible préjudice sur une personne. Philippe, est-ce que tu peux compléter les algorithmes et le contrôle de nos vies? Oui, oui, peut-être concrètement, je pose une question ici. Qui a déjà entendu parler du terme doom scrolling? Avez-vous déjà entendu ça, doom scrolling? Hein, gardez votre main levée, puis baissez-la si vous n'avez jamais doom scrollé. Jamais? Personne n'a doom scrollé ici? Doom scrolling, c'est une expression qui est apparue, qui est devenue un peu plus populaire pendant la pandémie. Puis ça décrit cette espèce d'effet-là qu'on a parfois sur des plateformes quand on va, disons, aller sur TikTok ou aujourd'hui Facebook ou Instagram parce qu'ils ont tout accroché à la mode des cours vidéo verticaux. Et qu'on va se mettre à passer d'une page à l'autre, d'une vidéo à l'autre, sans trop s'arrêter. Puis à un moment donné, on va sortir d'un torpeur 2 heures plus tard, puis on va faire comme « What the fuck? » en bon français. Où est-ce qu'il vient de passer ces 2 heures-là? C'est mon exemple concret pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut entendre par les algorithmes contrôlent-ils nos vies. Ce qui se passe dans des moments comme ça, en général, c'est qu'un algorithme, l'algorithme qui va décider c'est quoi le prochain vidéo qui va apparaître sur votre fil, est excessivement bon pour comprendre comment hacker votre cerveau, essentiellement. On est fait avec de la viande puis du gras. C'est pas supposé marcher. En tout cas, moi, j'aime mieux programmer des ordinateurs faits avec du silicone. On a plein de faiblesses humaines et c'est normal. Des fois, on est en forme, on est capable de prendre toutes nos décisions, c'est très efficace. Des fois, on est fatigué, on est moins en mesure de prendre des décisions. Dans des moments comme ça fait longtemps que nos amis les publicitaires ont compris comment réussir à accrocher notre attention. Mais ce que ces algorithmes-là sont en mesure de faire, c'est de le personnaliser, en fait, de rouler une espèce d'expérience scientifique personnalisée sur chaque individu pour déterminer à chaque fois que vous passez sur une vidéo, est-ce que vous l'avez écouté jusqu'au bout? Est-ce que vous avez arrêté plus tôt? Les autres personnes qui ont regardé cette vidéo-là et qui ont arrêté après 8,7 secondes, c'est quoi leur vidéo préférée qu'ils ont vue après? La vidéo qui avait la plus grande probabilité de les garder sur le fil. Et de cette manière-là, avec cette capacité-là à optimiser très, très bien pour exploiter les faiblesses de notre cerveau, on a des algorithmes qui sont en mesure de nous faire des choses qu'on finit par regretter. Pour moi, cette idée-là de temps qu'on regrette, c'est l'exemple, c'est le bout de l'iceberg qui nous permet peut-être de prendre conscience de la manière dont les algorithmes peuvent avoir une influence sur nos vies. On a vraiment 2 modes d'opération. Si vous avez lu Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, un super beau livre, il explique assez bien là-dedans qu'on a 2 modes d'opération. Un mode d'opération systémique, on est capable d'être logique, on est capable de prendre des décisions réfléchies, de décider qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, c'est quoi nos grands objectifs, quand est-ce qu'on change de carrière. Mais ça, ce système 1-là, ça prend de l'énergie. Quand on l'utilise pour réfléchir, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Mais en même temps, c'est là qu'on se définit. Quand on se demande qui on est, c'est quoi notre identité, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est le système 1. À côté de ça, on a le système 2, celui qui prend le volant quand on fait le trajet jusqu'au bureau tous les matins. On n'a pas besoin de réfléchir, ça ne demande pas trop d'énergie. On arrive au bureau, puis on ne sait même pas combien il y a eu de lumière rouge et tout. Ça, ce système 2-là est facile à exploiter, mais ce n'est pas là où on va définir notre identité. Donc moi, la manière dont j'interprète un petit peu ce thème provocateur-là, les algorithmes contrôlent-ils nos vies, c'est est-ce que les algorithmes sont capables d'exploiter les moments où on est dans notre système 2, les moments où on est plus faible, ou en tout cas on est plus facile à hacker? Et la réponse, clairement, aujourd'hui, c'est oui. De plus en plus, on leur marque sur certains événements comme le doom scrolling, mais la vérité, c'est que ça se produit à chaque instant quand vous prenez votre téléphone. Il y a un algorithme qui essaye d'exploiter les faiblesses de votre cerveau pour faire quelque chose qui est profitable à celui qui possède l'algorithme et moins profitable à vous. Merci Philippe. Alors moi, j'ai une question pour le public. Qui a déjà entendu parler de ChatGPT? On garde les mains levées. Qui a déjà utilisé ChatGPT? Qui l'a utilisé dans la dernière semaine? On s'en vient là. Dans la journée, qui l'utilise sur une base quotidienne? Quand même. Donc,
des algorithmes à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, Google Gemini, etc. Là, il n'y a qu'un pas. L'intelligence artificielle, ça devient l'objet de tous les fantasmes, alors salvateur pour les uns ou apocalyptique pour les autres. Philippe, je resterai avec toi parce que tu es quand même notre grand spécialiste de l'intelligence artificielle. En quoi, pour toi, ça pose des enjeux de société, puis justement, c'est pas juste une question d'utilisateurs, d'entreprises privées. Là, il faut qu'on s'empare de ces sujets-là. Oui. Je pense que c'est la question sur laquelle tu voulais qu'on parle un petit peu des métriques, hein, peut-être, ou je me trompe? Donc, c'est ça. Hein? Je t'en prie. Donc, c'est vraiment en lien direct avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que on voit qu'un algorithme, c'est quelque chose qui est au service de la personne qui possède l'algorithme naturellement. Donc, quand on parle de ceux sur les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Google, c'est Meta, c'est TikTok. Et c'est intéressant de se demander comment ces algorithmes-là fonctionnent. Une autre manière de concevoir un algorithme, c'est une machine à optimiser. C'est-à-dire, encore une fois, elle a un paquet de données d'entrée qu'elle peut regarder, le temps que vous passez sur une vidéo, les vidéos que vous avez préférées, les vidéos que les gens ont préférées sur le site, les sujets qui sont trendy, plein de trucs qui rentrent en entrée de l'algorithme. Et là, on a un objectif. L'algorithme a un objectif, ce qu'on appelle une métrique, c'est-à-dire un seul chiffre qui va sortir de ça, que l'algorithme essaie d'optimiser. Cette métrique-là, elle est décidée par la personne, ou en fait le groupe qui possède l'algorithme. Et ça peut être n'importe quoi. Et on ne le sait pas, puis ça change régulièrement. Généralement, sur les plateformes sociales, cette métrique-là est liée à ce qu'on appelle l'engagement de l'utilisateur. Et là, encore une fois, ce n'est pas super bien défini, mais je vais vous le définir un petit peu plus clairement pour rendre ça concret. L'engagement, ça peut être le temps que vous passez sur une vidéo. Mais ça peut aussi être la probabilité que vous avez de repartager de vidéos. Par exemple, au début des plateformes, quand les plateformes sont plus jeunes, cette métrique-là devient très, très importante. La probabilité qu'un utilisateur repartage une vidéo, c'est quelque chose de très important. Et l'algorithme est en mesure de faire un estimé de ça, et donc d'optimiser cet estimé-là en fonction des vidéos qui vont vous être présentées ou des prochains trucs qui vont être présentés sur votre fil. Mais ce dont il faut prendre conscience ici, c'est que cette métrique-là, c'est la clé. On change la métrique, on change tout le comportement de la plateforme, on change toute la manière dont la plateforme fonctionne. Et cette métrique-là, elle est décidée par un petit nombre de gens derrière des portes closes dans des grandes entreprises. Et à chaque fois qu'ils prennent une décision sur cette métrique-là, ça a une influence immense sur tous les acteurs qu'il y a sur la plateforme. Par exemple, les créateurs vont régulièrement se retrouver de bec à l'eau parce qu'il y a eu un changement dans la métrique qui fait en sorte que, la semaine dernière, les vidéos longues scoraient plus haut sur la métrique. Aujourd'hui, ce sont les vidéos courtes qui scorent plus haut. Donc, moi, je créais des vidéos longues sur YouTube. Finalement, il n'y a plus personne qui écoute mes vidéos parce qu'ils ne sont plus présentés par l'algorithme. Ça a un impact immense sur les créateurs. Ça a aussi un impact immense sur les utilisateurs. Je vous donne un exemple concret. Quand j'étais chez Google, j'ai travaillé avec l'équipe qui faisait l'algorithme qui déterminait les thumbnails sur YouTube. Le thumbnail, là, la petite image que vous voyez quand vous arrivez sur YouTube. Même chose, même algorithme. On décide d'une métrique. On décide d'utiliser la métrique qu'on appelle le click-through rate, la probabilité qu'un utilisateur clique sur la vidéo. Et on dit au système, bon, tu as vu des utilisateurs cliquer sur des vidéos pour les 6 derniers mois, choisis l'image qui a la plus grande probabilité de générer un clic. On a fait rouler ça, on a regardé le résultat, YouTube est devenu un site pornographique. Parce que l'algorithme a très rapidement détecté que choisir un thumbnail qui avait plus de peau augmentait significativement la probabilité d'un clic. Évidemment, on n'a pas déployé ça. On a changé la métrique. On a rajouté dans la métrique pourcentage de peau en négatif, puis on a dit s'il y a trop de peau dans la vidéo, ça fait baisser le truc. Donc, vous voyez comment on va jouer, on va triturer ces métriques-là pour avoir le résultat qu'on veut à la fin. Mais la vérité, c'est que cette décision-là, elle a été prise par les grands décideurs de Google et l'impact est immense sur nous. Puis ça, si je peux me permettre, c'est en plein dans ce qu'on dit chez Masscritique. Par rapport au marketing lui-même, le marketing durable qui réconcilie le marketing et le développement durable,
c'est de créer des actions qui vont créer de la valeur systématique et combinée pour l'utilisateur, pour la planète et évidemment pour l'entreprise aussi. Donc là, on comprend que quand il y a déjà au départ un désalignement entre ce que veut faire la plateforme, qui notamment va se rémunérer par la publicité comme des Google, des Facebook, des YouTube, et l'utilisateur qui, dans le fond, quand c'est gratuit, c'est moi le produit, il y a un problème. Mais restons sur le sujet justement de la métrique et de la mesure. Romain, même pour des logiciels qui pourraient vouloir notre bien, ça peut poser des enjeux. Oui, effectivement. Et sur la question de la mesure de performance, on a évoqué les taux d'engagement, on a évoqué ces questions-là. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, avec les algorithmes de machine learning évoqués en début de présentation, la capacité d'itération, c'est-à-dire de faire des petits réglages un petit peu à la marge pour voir si ça s'améliore, etc., ça, c'est même plus entre les mains des humains. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui sont eux-mêmes pilotés par des algorithmes qui vont procéder à ce qu'on appelle des A/B tests. Donc les tests AB, ça provient d'une méthodologie tout à fait scientifique qui consiste à envoyer différentes versions et voir laquelle performe le mieux dans une optique un peu de singer la théorie de l'évolution et de l'appliquer à des algorithmes. Et ça, avec la puissance de ChatGPT, OpenAI et tous les modèles aujourd'hui de machine learning, de deep learning qui équipent ces grandes plateformes, les itérations sont continues et en permanence, vous êtes des sujets d'expérimentation qui servent à améliorer point par point ces algorithmes. Donc la question de l'échelle aujourd'hui est à mon sens ce qui rend la question encore plus préoccupante que ce qu'elle était il y a 10 ans. Voilà. On le voit aussi concrètement. Là, il y a eu plusieurs cas où, par exemple, chez les assureurs, on avait une discrimination systématique de personnes de certaines origines ethniques ou pour, par exemple, offrir des emplois dans des systèmes qui utilisaient l'intelligence artificielle. Étant donné qu'il y avait un trou dans le CV des femmes qui avaient eu des enfants, mais tout à coup, on ne voulait plus offrir l'emploi à une femme parce qu'on considérait qu'elle était moins rapportante pour une entreprise. Donc, c'est des cas concrets qu'on a déjà vus. Là. Absolument. Alors, justement, Tara, moi, je voudrais rester avec toi sur ces enjeux de société. Puis, on a parlé des algorithmes, on a parlé d'entraîner les algorithmes. Donc, ça, c'est des données, donc c'est nos données personnelles. Il ne faut pas l'oublier, c'est nous le produit, bien souvent. Alors, quel garde-fou on peut se donner, notamment les outils juridiques? On essaye de mettre des garde-fous juridiques. La technologie se développe à une vitesse grand V. Puis je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la loi, c'est assez fixe. Fait qu'on fait ce qu'on peut pour inventer des lois qui vont nous permettre de continuer dans le temps, mais on se fait généralement souvent rattraper par le fait qu'on n'avait pas vu venir des affaires ou on les avait vu venir, mais on avait décidé de ne pas les considérer parce qu'on ne pensait pas que ça allait être aussi gros. Là. Prenez l'exemple de l'IA générative. Ça fait longtemps que le monde sait que ça s'en vient, mais là, tout à coup, on est un peu en train de se faire rattraper parce que ça va vraiment plus vite que ce qu'on pensait. Donc, évidemment, vous avez peut-être entendu parler de la loi 25 au Québec. On a adopté une loi en matière de protection des renseignements personnels qui ressemble un peu à la loi européenne, le Règlement général sur la protection des données. C'est une tentative de protection où est-ce qu'on parle, par exemple, des systèmes de prise de décision automatisés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le projet de loi C-27 au Canada qui a été déposé, qui est en étude actuellement, qui a une loi spécifique sur l'intelligence artificielle, mais on est encore en train d'essayer de figurer comment ça va fonctionner, tout ça. Il y a aussi d'autres pays qui ont décidé de commencer à mettre des lois en vigueur, entre autres la Chine. La loi est déjà en vigueur sur l'intelligence artificielle. Puis, une autre réponse qu'on peut dire qui n'est pas juridique totalement, mais qui est un peu normative, disons, c'est les standards de l'industrie qui sont en train de se mettre en place. Donc, vous avez peut-être entendu parler d'ISO qui a créé plusieurs standards sur le développement éthique de l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus de petites
disons, sociétés qui mettent des normes en place de l'industrie qui permettent de mieux développer l'intelligence artificielle ou de mieux développer des algorithmes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la réponse unique. Là. Même l'Europe aussi est en train de voir comment ça fonctionne de leur côté. Mais ça se développe tellement vite, puis il y a tellement de choses qu'on doit prendre en considération qu'on dirait qu'on n'est pas capable de mettre le doigt à 100% sur une loi qui fait la job, si je peux dire. Alors, merci Tara. Puis je vais faire du pouce exactement sur ce point. Romain, le RGPD, le Règlement général de protection des données personnelles, là, c'était il y a 5 ans en Europe. 2018. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, le bilan qu'on peut en tirer, c'est que c'est un fardeau qui pèse sur les épaules des petites et moyennes entreprises et des consommateurs, mais certainement pas des big tech. Parce que ces entreprises ont bel et bien préparé l'arrivée des réglementations, ont provisionné le montant des amendes qu'ils s'attendaient à recevoir et ont même parfois influencé les décisions qui ont présidé à la mise en place des règlements. Donc ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la question de la réglementation RGPD, c'est qu'on est dans une logique de tiraillement juridique et géopolitique entre un bloc européen qui est à la traîne en matière de numérique et un bloc nord-américain, plutôt US, qui va à une vitesse absolument phénoménale. Aujourd'hui, nos vies numériques sont contrôlées par des États corporations, puisque l'identité que j'ai en ligne, c'est plus mon Gmail que mon France Connect. Alors vous connaissez probablement pas France Connect, mais c'est bien la preuve que c'est bien moins important. Donc la mise en place de réglementation, elle a été en Europe un sujet assez défensif, mais pour autant, le RGPD reste un texte absolument brillant, fondateur, parce qu'il consacre en son sein la logique du consentement. Et la logique du consentement, elle est chère à Acceptio parce que, en fait, moi je suis convaincu que c'est au système 1 qu'il faut parler. Quand on manipule des données personnelles, quand on vient extraire des renseignements, proposer à l'utilisateur de choisir, lui donner les informations pour éclairer son choix, c'est la voie à suivre. Seul problème, c'est que ça devient incessant. Parce que la collecte des renseignements personnels, l'usage de ces données est tellement industrialisé qu'en Europe, quand vous naviguez sur les sites Internet, vous êtes harcelé par les invites de consentement. Pourquoi ? Parce que les sites Internet... Pas seulement en Europe. Et pas seulement en Europe. Parce que ces sites Internet, pour pouvoir utiliser les données personnelles, ont besoin d'un consentement immédiat pour faire notamment de la publicité ciblée, de la publicité programmatique. Je vous donne un chiffre qui va vous permettre de comprendre l'enjeu. Un site média, un site de presse, qui va proposer un consentement à l'utilisateur, entre un utilisateur qui accepte de partager ses données et un qui n'accepte pas, on a une déperdition de 75% de la valeur des emplacements publicitaires. Parce que le fait d'avoir le consentement permet de participer à une espèce de bourse d'enchères qui se tient en 200 millisecondes et qui vient croiser les informations de profil entre vos informations Facebook, Google et les informations propriétaires détenues par ces sites-là pour vous afficher une publicité beaucoup plus rémunératrice pour le média. Et donc, on est dans une forme de course effrénée à la collecte d'un consentement au détriment de l'intérêt de l'utilisateur, puisqu'au final, on ne fait jamais vraiment un choix complètement éclairé. Absolument. Puis, quand on s'est rencontrés, tu m'as fait faire un test aussi très intéressant qui va faire un lien avec nos amis de Davidson et de la fresque du numérique. Coucou Géraldine, coucou Sophie. C'est qu'effectivement, on était sur un site de presse qui me demandait mon consentement pour mettre un cookie et puis suivre mes données. Et je pense qu'on était pas loin du millier de partenaires.
Et on a regardé ce qui s'est passé au niveau des performances de la machine et du flux d'échange au moment où tu m'as demandé de cliquer sur oui. Et là, on avait une dizaine de mégas. Ouais, on est même monté à peu près 90 mégaoctets de données transférées, plus de 1500 requêtes qui sont parties lors de la navigation et effectivement une consommation énergétique du terminal qui a explosé puisque pour afficher ses pubs, pour lancer ses enchères, pour identifier l'utilisateur, eh bien, on a une consommation énergétique sur le terminal qui s'opère. Et c'est pas pour rien que quand vous naviguez sur des sites de presse, etc., et que vous avez des pubs qui s'affichent sur votre téléphone, votre batterie fond comme la neige en ce moment. Et donc... Juste pour toi aujourd'hui, c'est le soleil de juste pour Montpellier. Vous avez pensé au Montpellierin de service, c'est parfait. Et cette consommation énergétique, on la constate sur le terminal, mais ce qui se passe de manière sous-jacente dans des échanges de serveur à serveur est colossal, puisqu'à partir du moment où le consentement est donné, ça veut dire que toute une chaîne de valeurs programmatiques va se mettre en marche, allant des ad exchange, donc ce sont des plateformes où des acheteurs, enfin des annonceurs et des éditeurs viennent s'échanger des publicités, mais aussi ce qu'on appelle des customer data platforms, c'est assez self-explanatory, et tous ces agents-là opèrent en sous-marin, en quelques centaines de millisecondes, des échanges de données, des flux de data center à data center qui sont effectivement tout à fait optimisables. Et donc, moi, petit utilisateur avec mes 10 doigts, passer à travers les 932 partenaires du site en question, soit j'y passe ma journée, soit voilà, je suis complètement démuni et je dis débarrassez-moi de ça, je clique sur oui et je déclenche la tempête dont on vient de parler. Donc, on comprend que les algorithmes, on comprend que l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient ou à mauvais escient, hein, comme n'importe quel outil, comme le marketing d'ailleurs. Donc là, Acceptio nous aide, nous équipe, parce que au-delà du droit qui est évidemment très très important, c'est aussi de développer des outils, des solutions justement qui vont permettre à l'utilisateur de jouer un peu plus à armes égales face aux GAFAM et compagnies armées de leurs gros algorithmes. C'est vrai que ma conviction personnelle aujourd'hui, en tant qu'humain, nous sommes physiologiquement limités pour répondre à la sursollicitation des algorithmes et être capable de faire des vrais choix éclairés au quotidien. Et sur Internet, c'est encore plus le cas. Je suis convaincu qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les armes. Ces armes, ce sont celles des big tech. C'est les fameux algorithmes dont on parle depuis tout à l'heure. Je suis convaincu que dans le futur, on va déléguer à des assistants, à des IA, la protection de notre vie privée, et ça pose des enjeux éthiques importants parce que qui contrôle cette IA qui va nous aider ? Si demain cette IA qui nous aide à gérer notre vie privée, c'est Google Chrome, c'est un peu compliqué. On sera un petit peu jugé parti. Donc effectivement... No offense Philippe par rapport à ton ancienne carrière. Donc voilà, moi j'ai cette conviction-là et c'est la raison pour laquelle on essaye d'améliorer la question du consentement aujourd'hui. C'est vrai que la loi 25 va changer probablement votre quotidien, puisque même si vous êtes d'ores et déjà confronté à des interfaces de consentement, ça ne va faire qu'augmenter. Les entreprises vont devoir se conformer. On en discutait un petit peu au début du panel. La conséquence de ça, c'est aussi que l'expérience de navigation sur ce qu'on appelle l'open web, c'est-à-dire les sites web qu'on peut visiter en tapant une URL dans un navigateur, est rendue bien moins agréable que ce qu'elle est sur les plateformes. D'où aussi une espèce d'attraction vers ce doom scrolling où lorsque je suis dans Facebook, lorsque je suis dans TikTok, lorsque je regarde les Reels sur Instagram, j'ai pas toutes ces pop-up, on me demande pas au quotidien. Donc c'est là où ces réglementations... Ça veut pas dire que c'est légal. Et ça ne veut pas dire que c'est légal. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Mais ces réglementations qu'on met en œuvre aujourd'hui, elles sont contournées par les plateformes qui
qui bénéficient en fait de leur espace identifié dans lequel vous avez accepté des conditions générales pour se réfugier en disant de toute façon tu es chez moi, tu n'es pas dans l'open web, donc je décide de ce que tu regardes. Puis essayez de les changer vos paramètres de confidentialité, là. Vous allez voir comment c'est long, puis que c'est ardu, puis qu'ils vous font passer par une tonne de schématisation impossible. Puis revenez dans un mois, puis ça va avoir changé. Puis c'est voulu. Et alors Philippe, toi avec Waverly, tu as un concept que j'adore, celui de l'AI empathique. Donc toi aussi, tu es dans ce combat de mettre la technologie au service de l'utilisateur pour combattre les méchants algorithmes qui veulent nous contrôler. J'allais ouvrir en vous posant la question, commencez-vous à être découragé un peu, là? On vous parle depuis, c'est un peu... On va rajouter un peu d'espoir là-dedans, là. Moi j'ai 2 enfants, ils sont plus vieux, pas mal, 20 puis 18 ans, puis c'est important pour moi de travailler dans une dynamique d'espoir, dans une dynamique de changement positif. Puis je pense que c'est facile de regarder les 10-20 dernières années de l'histoire des plateformes puis des algorithmes puis de dire, voyons, on n'a vraiment pas été bon. C'est facile de faire comme certains chercheurs en intelligence artificielle, là, puis de parler de grosses méchantes IA qui va venir tout bouffer nos jobs, ou pire encore, là, la comparer à la bombe nucléaire. À chaque fois qu'on a la chance de parler ça, tout le monde en parle. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis dans une logique d'espoir, dans une logique de construction, puis je pense qu'on peut se servir de ces avancées-là dans cette logique-là. Je vous explique un petit peu. Depuis les débuts des plateformes, la manière dont les plateformes nous comprennent, nous profilent, si on veut, c'est à travers nos clics. Les actions qu'on va prendre sur la plateforme, nos clics, quand est-ce qu'on browse, quand est-ce qu'on clique sur commentaire, quand est-ce qu'on écrit un commentaire. Ce sont plein de petites micro-actions qu'on va prendre sur la plateforme. Et la théorie, c'est, en regardant tout ça, on a un profil assez juste de l'utilisateur, puis avec ce profil-là, on est capable de créer une expérience personnalisée. Ça a été la logique. Depuis que j'étais chez Google, la phrase qu'on utilisait à l'époque, c'était « Ah, regardez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. » Je suis sûr qu'on l'a déjà entendu en publicité aussi. Donc, moi, je suis toujours posé la question, je ne suis pas sûr que si tu regardes ce que je fais au quotidien, tu vas avoir un portrait juste de qui je veux vraiment être, de mes aspirations, de la personne que j'aspire à devenir. Et j'aimerais ça avoir des outils puis des plateformes qui s'intéressent à cette partie-là de moi. Cette partie-là qui n'est pas parfaite, qui est en développement constant, qui est plus difficile à exprimer, qui est plus difficile à saisir, que je faillis d'atteindre régulièrement. Je ne vis pas telle que la personne que je souhaiterais être, mais cette personne-là existe, cette version-là de moi existe. Et là, ce qu'on a vu dans la dernière année, c'est le développement de l'intelligence artificielle générative, oui, mais je pense qu'on ne parle pas assez de l'intelligence artificielle conversationnelle. C'est-à-dire qu'on a développé des systèmes informatiques qui sont en mesure de comprendre la langue naturelle dans toutes ses nuances, et plus encore, qui sont en mesure de participer à une conversation en langue naturelle. On peut parler des limitations d'un ChatGPT, de sa tendance à halluciner, blablabla, mais la vérité, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une conversation système 1 avec notre ordinateur, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a 1 an ou 2. Et on est capable de le faire, là, on n'a pas besoin d'être un programmeur pour faire ça. Tout un chacun est capable aujourd'hui de partir de ChatGPT, d'avoir une conversation, de s'exprimer tout croche, de se faire corriger par ChatGPT, de revenir, de changer. Et ça, c'est l'espace idéal pour réussir à saisir une partie de ce système 1-là. Naturellement, on a des défis. Si notre système 1 est très, très bien compris par une plateforme qui a l'objectif de nous vendre de la publicité, on n'est pas nécessairement avancé, mais on a quand même l'espoir ici de développer des systèmes qui sont faciles à utiliser puis qui donnent de l'espace à la personne qu'on souhaiterait être. C'est ça que j'ai appelé au début de Waverly l'IA empathique, une IA qui essaie de comprendre toutes les facettes de l'humain plutôt que de le limiter à ses clics. Et je pense qu'on est sur la voie de découvrir des systèmes qui vont être construits là-dessus. On n'en a pas vu encore, mais Waverly, essentiellement, c'est une plateforme sociale qui se rapproche de celle que vous connaissez, mais où vous avez la possibilité d'interagir avec un dialogue avec la plateforme. Aujourd'hui, on l'offre aux communautés. Si vous êtes un gestionnaire de communauté, vous savez probablement que les plateformes que vous utilisez ne représentent pas très, très bien les valeurs de votre communauté.
Dans Waverly, ce que vous pouvez faire, c'est commencer un dialogue avec l'IA, puis expliquer c'est quoi qu'il y a dans cette communauté-là, c'est quoi les valeurs qui vous unissent. Êtes-vous pour les gros dialogues agressifs où est-ce que tout le monde s'en va promener, ou vous voulez des dialogues plus nuancés? Est-ce que vous voulez que les gens remplissent leur post LinkedIn de tags de noms de personnes pour générer le plus de notifications possible sur leur post? Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, j'en ai à peu près 23 par jour, puis ça m'énerve. Mais vous pouvez exprimer ça dans un dialogue, vous pouvez exprimer les nuances de votre communauté, et ensuite Waverly prend toute cette compréhension-là de ce qui est important pour votre communauté et l'injecte dans un paquet de petits aspects de la communauté sur la plateforme, c'est-à-dire que si un utilisateur, par exemple, commence à écrire un post qui n'est pas sur le sujet de votre communauté, l'IA va mentionner ça à l'utilisateur pour qu'il puisse corriger le tir pendant qu'il est en train d'écrire. C'est le genre de petits détails qu'on est en mesure de faire aujourd'hui parce qu'on comprend mieux les objectifs d'une communauté grâce à ce dialogue-là qui peut s'installer sur la plateforme. Donc, moi, je pense qu'on va voir l'émergence de plus en plus d'outils comme ça qui vont être basés sur une compréhension plus holistique, en tout cas plus complète de qui on est comme humain. On se reparle pour notre communauté de pratique et notre plateforme. Ça va nous faire plaisir de vous avoir dans nos bêtas. Super. Tara, on a parlé de déterminisme numérique, là, de libre arbitre. Hein, tu as pris plein d'exemples super pertinents et très concrets. On est rendu au neurodroit. C'est quoi les neurodroits, Tara, et comment est-ce qu'ils peuvent nous aider là-dedans? Super beau segway de Philippe. Philippe essaye de faire en sorte de protéger un peu ce que la personne est. Les neurodroits sont là pour justement faire en sorte qu'on ait comme une arme supplémentaire à ce qu'on est réellement, puis ce qu'on dit sur les médias sociaux, c'est pas toujours ce qu'on est vraiment non plus. Donc, qu'est-ce que c'est les neurodroits? C'est en fait de venir protéger, disons, l'intégrité mentale d'une personne, c'est sa liberté de penser, son libre arbitre, c'est ce qu'elle est, puis qu'elle ne veut pas nécessairement dire, en fait. On a tous une petite portion de jardin secret caché en nous. Puis, plus ça va, plus on automatise certains processus, plus on développe certaines technologies. Je pense à du micro-ciblage, je pense à des neurotechnologies qui peuvent être implantées dans les cerveaux qui éventuellement font en sorte de changer des comportements, font en sorte de changer des schèmes de pensée. Tous ces développements technologiques-là font en sorte que, dorénavant, on est en train de se poser la question de bien, on est-tu obligé de protéger aussi l'intérieur de nous-mêmes? Chose qu'on n'avait jamais eu besoin de se demander avant, parce qu'on se disait toujours, bien, ce que la personne n'a dit pas, dans le fond, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, qu'est-ce que c'est les neurodroits? C'est de venir protéger cet espace-là, ce petit coin un peu privé qu'on veut garder privé puis qu'on souhaite garder pour nous. Il y a certains pays qui ont déjà agi, disons, pour être capables de protéger ces droits-là. C'est-à-dire que là, on essaye de conceptualiser des nouveaux droits. On les insère des fois dans nos constitution, dans nos chartes. Entre autres, le Chili a fait ça. Au niveau, par exemple, européen, on vient plutôt utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, qui ont déjà une protection sur la liberté de pensée, de conscience, de religion, puis on vient un peu étendre l'interprétation. Là, au Canada, c'est un peu différent. Sachez que, entre autres, la Charte québécoise ne protège pas la liberté de penser. Sachez que si on voulait ajouter des droits dans la Charte canadienne, il faudrait faire une modification constitutionnelle, ce qui signifie que ça prend l'aval de toutes les provinces. Je pense que vous comprenez que dans notre système, aujourd'hui, c'est impossible. Alors, quelle est la réponse à ce genre de questions-là au Canada? Bien là, on est en train un peu d'y penser. Là, ça, c'est justement le sujet de ma maîtrise. Mais, tu sais, je vous dirais que peut-être qu'on va finir par faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la vie privée. C'est-à-dire que là, on a la chance que la vie privée soit inclue dans la charte, mais on est venu adopter des lois spécifiques. Fait qu'est-ce qu'on va faire un peu la même chose avec la protection? Là, je parle en latin, je suis désolée, mais on appelle ça le forum internum versus le forum externum. Je pense que ça ne prend pas un doctorat pour comprendre. Fait que est-ce qu'on... non?
Est-ce qu'on a une solution pour protéger le forum internum de la personne? Donc, tu sais, quelle est la réponse juridique qu'on a donnée au Canada? Là, c'est la question dans l'air. Mais voilà ce que c'est les neurodroits. Alors, le temps file et malheureusement, certains d'entre nous ont des contraintes horaires. Je vais finir avec une dernière question avant d'ouvrir les questions à tout le monde, là, au public. Là, on en est rendu, vous avez tous envie de crisser vos téléphones intelligents aux poubelles, débrancher vos enceintes connectées et surtout, vous avez compris qu'il ne faut jamais parler de musique avec votre banquier. Alors, un dernier conseil de la part de nos panélistes sur ces sujets des algorithmes, de comment on se protège, comment on garde le contrôle. Tara? La question est vaste, mais utilisez les moyens qu'on vous donne déjà. D'abord, révisez-les, vos paramètres de confidentialité de façon fréquente. Assurez-vous que vous ne faites pas juste comme accepter tout quand on vous pose la question. Puis, plaignez-vous quand vous allez dans un centre commercial puis qu'on vous demande votre adresse courriel. Là, bien, dites « je la donne pas ». Ce genre de réaction-là crée plus de vagues que vous pensez. Merci. Romain, Moi, je vais vous donner un conseil qui va vous paraître assez contre-intuitif. Si vous devenez absolument suspicieux de tout et que vous vous mettez à installer des extensions qui vont bloquer les publicités, qui vont bloquer les traceurs, etc., en réalité, comme vous allez appartenir à une frange extrêmement fine de la population, vous allez devenir beaucoup plus traçable. C'est ce qu'on appelle le privacy paradox. Plus on met en place des mesures pour se protéger du pistage et plus on est pistable. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aborder la question avec quelque chose d'assez simpliste. Quand vous vous rendez sur un site internet de l'open web, est-ce que vous faites confiance à la marque ? Est-ce que c'est une marque dans laquelle vous partageriez des données ? Si c'est le cas, vous acceptez. Si ce n'est pas le cas, vous refusez. On n'a pas le droit de vous interdire de refuser. Pour moi, la question du consentement, elle est dans un premier temps la représentation de la confiance que vous apportez dans les entreprises, les compagnies avec lesquelles vous échangez. Il ne faut pas oublier que dans ces compagnies-là, il y a aussi des gens qui travaillent et qui font un travail respectueux de la réglementation, qui font des efforts pour se mettre en conformité, alors que les grandes plateformes, elles, jouent avec ça. Donc, abordez la question avec bienveillance et faites du consentement sur Internet l'expression de votre confiance dans les marques. Super. Philippe? Moi, mon conseil, c'est que si vous aimez le métal, dites à votre banquier que vous aimez la musique classique. Je pense que... non, honnêtement, je pense que c'est tous des bons conseils. Le mien va dans une direction un petit peu différente. Je vous dirais, ayez pas peur. Ayez pas peur, entre autres, des nouvelles technologies. C'est sûr qu'il y a plein d'enjeux qui viennent avec ça, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de les comprendre un peu mieux. Quand on les approche avec la peur, on va avoir tendance à avoir une espèce de knee-jerk reaction en anglais, puis de rejeter en bloc l'IA générative, ChatGPT, ces choses-là, de voir tous les travers possibles, tous les univers, tous les futurs négatifs qui pourraient émerger de ça. Je pense que vous allez être plus heureux, mais aussi contribuer plus positivement si vous vous forcez à essayer ces outils-là, essayer de comprendre leurs limites, essayer de comprendre la manière dont ils peuvent vous aider, puis essayer d'imaginer des futurs positifs qui les intègrent. On n'est pas obligé de rester dans notre dynamique surconsommatrice, dans notre dynamique d'un Internet qui se finance à partir de la publicité. On peut imaginer des futurs différents. On peut les imaginer peut-être un peu plus facilement quand on s'approprie la technologie, quand on commence à la comprendre, quand on fait partie d'un discours qui est moins basé sur la peur, plus basé sur l'espoir. Je pense qu'on peut tous y arriver. On peut essayer de faire confiance à certaines marques qui essaient d'aller dans cette dynamique-là, ne pas devenir systématiquement cynique par rapport à ça. Il y a des gens, il y a des organisations qui essaient de changer les choses, qui essaient de le faire avec le cœur à la bonne place, puis pour les bonnes raisons. Il y en a d'autres qui font du greenwashing, puis qui essaient de... Mais
pas être cynique, essayer d'être dans une logique positive, essayer d'encourager les futurs qui vous apparaissent positifs, de contribuer à ces conversations-là. Je pense que si on le fait tous, on va être en mesure de créer ce futur-là ensemble. Et puis c'est comme ça, moi j'y crois fondamentalement. Une des choses que je dis souvent, puis je vais le dire ici en terminant, c'est que une de mes croyances profondes, c'est que les êtres humains sont par défaut, en grande majorité, bons. On est là pour les uns pour les autres. Et puis, si on se donne les outils qui sont en mesure de faire émerger cette partie-là de nous, je pense qu'on va réussir à régler nos problèmes. Waouh, quel mot de la fin. Je pense qu'une main d'applaudissement. En passant, je vais reprendre tous tes mots et puis on va remplacer IA par marketing. Puis c'est masse critique all the way. Donc, le temps des questions est venu. À main levée, qui aimerait interpeller un ou plusieurs de nos panélistes? Oui, il y a déjà pas mal de questions. Florian, je fais passer le micro. En 2019, je pense, Tristan Harris avait parlé au Sénat américain des doubles numériques qui se créent de nous et qui sont en mesure de prédire énormément de choses, dont les micro-expressions de nos visages. 5 ans plus tard, on en est où? Est-ce qu'il y a une façon aussi de contourner ces prédictions-là qu'on fait de nous? Donc peut-être, à partir des micro-expressions de ton visage, essayer de deviner ce que tu penses? Bien, c'était autant au niveau de mes comportements que de mon faciès, que ce que je vais dire, les confessions que je peux faire aux plateformes. Je me demande s'il y a une façon de déjouer tout ça. Et s'il y a 5 ans, on pouvait prévoir le faciès de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez la société Palantir? Cliquez pas sur oui. Non. Société de Peter Thiel, qui est spécialisée dans la surveillance généralisée, notamment, et ils revendent au département de défense, espionnage, la NSA, etc. Ce sont des solutions qui sont implantées à grande échelle, qui notamment hackent les systèmes de vidéosurveillance et qui sont capables de reconstruire sur la base des comportements, des démarches, d'identifier des personnes. Donc, par rapport à 2019, je pense que la situation est encore bien pire, et on va encore au-delà, puisqu'aujourd'hui on arrive même sur la base d'images de capteurs encéphalogrammes à représenter des images, des pensées, grâce notamment aux algorithmes de deep learning qui arrivent à extraire de l'information du bruit de nos cerveaux. Donc non, on n'a pas progressé là-dessus. La machine à rendre... à imaginer les rêves, ça c'est à peu près ça. Ça va loin, là, mais dans le quotidien aussi, vous en faites l'objet de ce genre de décision-là. Ne serait-ce que quand vous appelez dans un centre de service à la clientèle, on évalue un peu votre tonalité de voix puis comment vous agissez pour être capable de savoir si vous êtes fâché ou pas fâché, comment est-ce que l'agent de service à la clientèle doit agir avec vous, est-ce qu'on doit vous envoyer à la rétention clientèle. Ça existe déjà, là. Moi, je vais vous inventer un nouveau futur. Là. J'ai bien hâte d'avoir mon petit IA, que quand mon téléphone sonne, puis que c'est un centre d'appel, là, comme ça, là, je peux plugger mon IA dessus, puis il va lui parler pendant 45 minutes, puis coûter bien cher de l'autre bord. Là. Ça s'en vient, ça. Et juste le double numérique, c'est intéressant parce qu'il y a des startups qui se sont lancées dans la production d'un double numérique qui nous représente. C'est-à-dire que c'est ChatGPT, mais à notre image, qu'on peut renvoyer effectivement à des télémarketeurs, voire à vendre sur des réseaux en disant tu veux discuter avec moi, j'ai pas le temps, mais discute avec moi. Ou on l'utilise pour un deepfake. Ou sur Tinder, comme ça, mon avatar va pouvoir dater ton avatar. On va sortir ensemble pendant 10 ans, puis on ne le saura pas. Bonjour, j'ai une question, je ne sais pas qui sera le plus habilité à y répondre, mais ça concerne l'agrégation de données. La donnée, ça existe depuis très longtemps, on n'a pas attendu Internet. Puis si je vais chez mon concessionnaire auto acheter un pneu, il y a une facture qui est faite, et cette donnée, elle appartient au vendeur. Elle appartient au vendeur parce que lui, elle va le garder pour sa comptabilité, savoir qu'elle a vendu un pneu à quelqu'un, et moi, je vais avoir une trace.
Cette donnée, elle est copartagée. Elle nous appartient à tous les deux. Le problème, c'est que si je vais chez mon concessionnaire auto, puis que je vais au McDonald's, puis que je vais acheter un CD vinyle, puis derrière, je vais à la piscine, et que quelqu'un est capable de récupérer ces 4 données-là, bon, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir dire de moi, mais s'il recherche assez longtemps, avec assez d'analyse et qu'il a assez de croisements de données, il va commencer à pouvoir faire des inférences très précises sur mon comportement et prédire, parce que c'est là qu'est la valeur. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que ça pourrait être un levier de résistance que d'essayer de réfléchir à des freins juridiques à la vente de ces données? C'est-à-dire que je vais consentir à ce qu'un site prélève mes données, mais par contre, il n'a pas le droit d'aller le vendre à quelqu'un d'autre. Et juste rajouter à ça... On a tous quelque chose à dire là-dessus. Je voudrais juste rajouter une toute petite précision, et sans parler bien sûr de ces acteurs qui sont assez gros pour venir eux-mêmes prélever autant de données. On parle d'un Google par exemple, lui, c'est ça. Premier point, c'est la notion de la propriété de la donnée. C'est pas parce que vous laissez une donnée personnelle chez un concessionnaire qu'elle lui appartient. La donnée personnelle n'est pas, aujourd'hui, ni en Europe ni au Canada, elle n'est pas cessible. On ne peut pas la vendre. Quand vous achetez une maison et que plus tard vous la vendez, vous ne rentrez plus dans la maison. Vous avez laissé les clés sur la porte, c'est-à-dire que vous avez fait un transfert de propriété. Votre nom de famille, votre adresse email, votre numéro de téléphone, etc., c'est pas un numéro de téléphone. C'est pas quelque chose que vous pouvez laisser à quelqu'un en disant maintenant ça t'appartient. Vous avez des droits dessus. Donc effectivement, il n'est même pas question de résistance. On a les outils juridiques pour empêcher ça. Et là-dessus, je vais laisser Tara décrire. Oui, en fait, il y a une petite exception à ce que tu dis au Québec. Puis d'ailleurs, suivez les nouvelles de Robic. Là, on est en train d'écrire un beau texte là-dessus. Mais il y aurait peut-être un aspect patrimonial à la donnée personnelle au Québec, dans le sens où si une personne décède, c'est ses ayants droit qui ont le droit d'agir sur certaines parties de la donnée. Fait que c'est une petite différence avec l'Europe. Mais effectivement, normalement, une donnée personnelle n'est pas cessible. Donc, je suis d'accord avec toi. Merci. Par rapport à l'agrégation ou au fait d'empêcher les gens d'utiliser la donnée, là, il y a un nouveau mécanisme dans la loi 25 qui l'empêche un peu. C'est que quand on fait un consentement maintenant, on est obligé d'offrir la possibilité à la personne concernée d'accepter ou pas qu'on partage sa donnée, mais seulement pour des fins qu'on appelle secondaires. Ce qui signifie que si, par exemple, on veut faire du marketing avec, généralement, ce n'est pas considéré comme une fin primaire, c'est une fin secondaire. En tout cas, là, je ne veux pas embarquer dans des débats, là, mais on pourrait dire, par exemple, je refuse ou je ne veux pas que telle entreprise, on va dire Tim Hortons, partage mes données à ses partenaires commerciaux à des fins de, je sais pas, prospection commerciale. On va dire ça de même, là, parce que ça serait trop compliqué autrement. Mais vous êtes dorénavant, si l'entreprise avec laquelle vous faites affaire suit ses affaires, en droit de choisir que votre donnée soit partagée ou pas. Vous pouvez aussi maintenant refuser que cette donnée que vous avez autrefois autorisée au partage soit partagée. Fait que vous pourriez appeler une entreprise en disant « Moi, je veux plus que ma donnée soit partagée à des fins secondaires à tel tiers. » Puis je vous recommande fortement, si ça vous intéresse de faire ça, de commencer par une genre de demande d'accès à l'information qui dit « À quel tiers est-ce que mes données sont partagées? » Des fois, vous pouvez faire le saut. Mais il existe des mécanismes juridiques qui s'en viennent. Là, n'oubliez pas que la loi 25, là, la grosse partie est entrée en vigueur en septembre 2023. Super jeune pour une loi. Avant, le nouveau Code civil, là, le Code civil qu'on connaît actuellement, là, il est entré en vigueur dans les années 90, puis ça a pris 15 ans avant que les droits des femmes soient vraiment reconnus, alors que c'était écrit dans la loi. OK? Fait que ça peut être long, mais au moins les mécanismes existent, puis on va voir où est-ce que ça peut nous amener. Si je peux, rapidement, parce que c'est une super belle question, puis clairement, tu y as réfléchi beaucoup pour la poser de manière aussi articulée.
Un autre, peut-être une lueur d'espoir encore que je vais accrocher aux avancées technologiques auxquelles on ne pense pas. La donnée joue deux rôles aujourd'hui, puis tu l'as mentionné, primaire, secondaire, hein, parfois. Et on va beaucoup utiliser l'excuse de on a besoin de ta donnée pour t'offrir le service. Ce qui est le cas sur une plateforme sociale, si je ne te connais pas du tout, ton expérience va être vraiment, vraiment moins intéressante que si je te connais un petit peu. Mais ce qu'on n'était pas en mesure de faire avant, c'est d'être transparent par rapport à la donnée qui nous permet d'offrir un bon service à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que cette donnée-là, c'est généralement l'ensemble, c'est ton historique d'interaction avec la plateforme. C'est très, très, très gros, c'est très opaque, c'est difficile à comprendre pour toi comme utilisateur. Fait qu'il n'y a pas de manière d'être transparent par rapport à ça. On gardait toute cette donnée historique-là, puis on disait, ben oui, mais c'est pour offrir un bon service. Mais en même temps, on peut faire bien d'autres affaires avec. Puis, il y a bien des affaires là-dedans qui ne sont pas super utiles pour t'offrir un bon service, mais qui peuvent être bien utiles pour réussir à te vendre des couches quand tu as eu un bébé, genre. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle conversationnelle, ce qu'on va être en mesure de faire éventuellement, c'est de résumer cet historique de transaction-là dans un texte qui va avoir la richesse nécessaire pour t'offrir une expérience personnalisée de qualité, mais qui va aussi être compréhensible par toi. Le jour où on va être en mesure de résumer ton historique d'interaction dans un texte compréhensible, ça va aussi vouloir dire qu'on va être en mesure de t'offrir du contrôle sur ce texte-là. Si à partir de ton historique, on est en mesure de distinguer que ton orientation sexuelle ou si tu as des enfants ou peu importe, puis toi tu dis non, moi je n'ai pas besoin que tu saches ça pour m'offrir un bon service, tu vas pouvoir le rayer de la carte, puis offrir une version de toi au système qui va être en mesure de t'offrir du bon service personnalisé, mais qui en même temps ne sera pas en mesure d'exploiter ça à d'autres fins. Moi, je pense que ce futur-là s'en vient. L'époque à laquelle nos données étaient opaques et incompréhensibles et donc incontrôlables tire à sa fin, puis on va voir l'émergence de nouvelles plateformes qui vont essayer d'être plus transparentes parce qu'elles sont en mesure à la fois d'offrir un bon service et d'expliquer la compréhension qu'elles ont de leurs utilisateurs aux utilisateurs. Merci. Bonsoir, puis merci pour l'ensemble de vos propos. Ma question va peut-être plus se diriger vers Philippe. Je trouve ça très vertueux ce que tu entreprends pour arriver avec, dans le fond, un exemple à des contre-exemples. Je faisais un lien bizarre dans ma tête avec l'époque de LimeWire où les gens faisaient du piratage, puis qu'Apple dit, dans le fond, les gens ne payent pas pour la musique parce qu'il n'y a pas d'alternative saine. Donc là, ce que j'entends, c'est que toi, tu cherches une alternative saine à quelque chose qui est malsain. Puis, parallèlement à ça, je me demandais comment est-ce qu'on peut expliquer que, par exemple, au niveau des services gouvernementaux, il y a des services publics pour du transport, mais du service privé aussi. Il y a, au niveau de la santé, il y a du service public, du service privé. Au niveau de l'éducation, et ainsi de suite. Mais dans le cas des médias sociaux, comment est-ce qu'on explique que tous ces environnements-là sont complètement privés puis qu'il n'y a pas d'équivalent étatique, si on veut, dans lequel l'intérêt public serait, disons, plus élevé que l'intérêt privé. Puis ça ne veut pas dire que du point de vue marketing, il n'y a pas des vertus à la publicité sociétale puis d'imprimer des comportements intéressants par rapport à ça. Je pensais entre autres au Bill of Obligations que quelqu'un récemment a publié aux États-Unis où il ne faut juste pas penser toujours en termes de droits, mais il faut aussi penser en termes d'obligations pour les citoyens. Et puis fait que c'est ça. Fait que j'étais curieux de voir comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il n'y a pas une sphère publique dans les médias sociaux. Comment on peut l'expliquer? Ouais. Je n'ai pas la réponse pour toi. Moi, ça me fascine aussi qu'on ne l'ait pas. C'est très, par exemple, qu'on ne soit pas en mesure, disons même pas parler de réseaux sociaux, quelque chose d'un petit peu plus vieux que ça, Google, OK? De se dire, on n'a pas développé une version publique d'un engin de recherche qui, clairement, a des bénéfices sociétaux immenses, potentiellement, puis de se dire, ah non, on va déléguer ça à l'entreprise privée à 100%. Je pense qu'on a du chemin à faire comme société pour se rendre compte que des biens publics et des services publics peuvent avoir une influence positive sur nos vies. Tu sais, on a des réseaux de bibliothèques. On a développé ça à une certaine époque où on avait peut-être plus de respect pour l'importance des services publics. Et aujourd'hui, clairement, on ne l'a pas. Moi, ça me fascine autant que toi. Je n'ai pas de réponse à part de dire, je pense que comme société,
pour une raison quelconque, on ne croit pas tant que ça à la valeur des services publics. Je pense que c'est une erreur importante, surtout les services publics technologiques. En même temps, on n'a pas tellement d'expertise technologique publique. Hein? Un panier bleu, quelqu'un ici? Non, ben, juste SAQ Click, là, ou n'importe quoi, tu sais. Je ne sais pas c'est quoi ton France Connect, là, mais ici, on a Click Secure, puis c'est pas super. À peu près équivalent. Oui, en tout cas, c'est pas très. Donc, il y a peut-être un manque d'expertise aussi. Tu sais, quand les entreprises privées payent les ingénieurs 300 000 $ par année, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher ça dans le public. Je ne me paye pas ça dans ma start-up. Mais donc, je ne sais pas, c'est l'ensemble de ces réponses, mais si tu me demandes mon avis à moi, on travaille sur des biens publics, on travaille sur des biens qui devraient, pour lesquels les prises de décision devraient être faites de manière beaucoup plus démocratique que ce qui sont faits en ce moment. Oui. Peut-être un complément. Je pense que la réponse, elle tient aussi dans les budgets de recherche et développement des plateformes comme Google, Meta et Facebook, qui, pour la plupart, dépassent les budgets tout simplement de fonctionnement des États. Le budget de R&D, je crois que c'était d'Apple cette année, il dépasse le PIB de plusieurs pays développés. En même temps, moi, je fais l'avocat du diable, puis je me demande, on veut-tu vraiment donner les clés de ça à un gouvernement, alors qu'on a déjà de la misère à faire en sorte que, ils respectent les droits fondamentaux, puis qu'ils ont des moyens de se détourner en disant, on vise l'exception de la charte ici. Je sais pas. Moi, on dirait que j'aime mieux qu'il y ait un petit contrôle sur l'entreprise privée qui soit plus serré, puis qu'on ne soit pas capable de justifier dans une société libre et démocratique, j'ai le droit d'utiliser l'information. Fait qu'en tout cas, je sais pas. Food for thoughts. Je vous propose de lever la séance là-dessus. Philippe doit nous quitter. Il a une obligation avec un média, là. Donc, je pense que la pizza est arrivée, oui, donc, bon, ouais. Ah, ok, parfait. Ben, on continue la conversation autour d'un verre et puis d'une pointe. Merci encore à nos panélistes. Merci Philippe.